Bienvenue dans cette émission ABC Doc. Le sujet du jour sera la drépanocytose. Pour en parler avec moi, j'ai une patiente qui s'implique dans les ateliers et qui est Madame Keke Awa. Et puis le docteur Elena Foyce, qui est praticien hospitalier à l'hôpital Henri Mondor. Moi-même, je m'appelle Frédéric Galacteros et je suis professeur des universités dans ce même hôpital de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. La drépanocytose est une maladie génétique. Elle affecte l'hémoglobine. L'hémoglobine est la substance rouge qui est contenue à l'intérieur des globules rouges du sang. Les globules rouges, comme vous voyez sur la gauche, sont normalement ronds et très déformables, aussi déformables qu'un chewing-gum ou qu'une goutte d'huile. Et à droite, vous voyez des globules rouges atteints par la maladie qui sont fibreux parce qu'ils sont tendus sur des fibres, vous voyez, ils sont déformés en forme de faucilles, ce qui a donné le nom à la maladie. Sickle en anglais, drépano, ça vient du grec, ça veut dire la même chose, ça veut dire faucille. Et on dit aussi anémie falciforme. Alors cette maladie, elle se produit quand les deux gènes de l'hémoglobine, parce que chaque personne d'entre nous a deux gènes pour l'hémoglobine dans chacune de nos cellules, et quand les deux gènes sont atteints. On a un gène paternel et un gène maternel, et il faut donc que les deux parents soient porteurs génétiques de cette maladie pour qu'un enfant puisse naître malade. On a pris le terme, la lettre S à cause de l'anglais, sickle, et on appelle donc l'hémoglobine pathologique l'hémoglobine S, et l'hémoglobine normale et hémoglobine A pour adulte. La drépanocytose n'existe que chez les personnes qui sont SS, c'est-à-dire qui ont les deux gènes de l'hémoglobine de type S. Quand on est hémoglobine A, hémoglobine S, donc AS, eh bien, on est porteur, mais on ne souffre pas de cette maladie. Et par conséquent, tant qu'on n'a pas fait une analyse du sang pour savoir si on est porteur ou pas, eh bien, on va l'ignorer. Et on pense que, et à juste titre d'ailleurs, qu'on est en pleine santé. Effectivement, personnes AS sont des personnes en parfaite santé. Qu'est-ce qui se passe avec cette drépanocytose? Eh bien, les globules rouges qui perdent leur déformabilité sont susceptibles de se détruire beaucoup plus rapidement que normalement, et ce qui fait que ces personnes, ces enfants, dès le plus jeune âge, la maladie commence à s'exprimer entre 4 mois et 12 mois, les débuts de l'expression de la maladie, par une anémie. Et en gros, les drépanocytaires vivent toute leur vie avec seulement 50% du nombre de globules rouges qu'ils devraient avoir normalement. Et puis, ces globules rouges, pour diverses raisons, peuvent baisser encore davantage et compromettre le bon transport de l'oxygène. Je vous rappelle que les globules rouges transportent l'oxygène et le gaz carbonique, c'est leur travail de base. Et effectivement, pour que le travail soit bien fait, en quelque sorte, eh bien, il faut qu'ils soient suffisamment nombreux. Toutes les cellules de l'organisme ont besoin d'oxygène et d'autre part de se débarrasser du gaz carbonique, et les globules rouges sont là pour ça à travers la circulation sanguine. Quand l'anémie est trop importante, il y a un recours habituel aux transfusions, et depuis le début de la connaissance de cette maladie, il y a des liens très étroits entre transfusion sanguine et cette pathologie. Quelle est sa fréquence exactement ? En France, on considère qu'il y a à peu près 50% d'enfants et 50% d'adultes, et qu'environ 20 000 patients. Si on regarde les mêmes choses dans le monde entier, il y a probablement plus de 5 millions de patients drépanocytaires. La prise en charge de cette maladie en France est organisée à travers un réseau de centres de compétences et de centres de recours qui font de la recherche et qui font également de l'enseignement et qui développent des thérapeutiques de pointe. Je vais me tourner maintenant vers Madame Keke, qui a l'expérience de cette maladie, hélas pour elle. Bien sûr,
la maladie, extérieurement comme ça, ne se voit pas, et ce qui est logique, puisque c'est une maladie du sang. Elle va nous expliquer un petit peu comment elle ressent les choses. Ouais. Merci. Les épisodes, enfin, je vais décrire un peu du parcours de l'enfant jusqu'au parcours adulte. Les épisodes de l'enfance, c'est surtout des douleurs articulaires, donc c'est ce qu'on appelle les crises. Les crises articulaires, bon, ça ressemble à des rhumatismes, mais bon, c'est quelque chose qu'on ne peut pas évaluer en tant que tel en étant enfant. Donc c'est l'immobilisation, des perfusions et éventuellement des transfusions en fonction de la sévérité de l'anémie. Et après, sur la période adolescente, jeune adulte, c'est surtout les crises aussi qui continuent. Et puis, enfin moi j'en ai pas eu, mais je vais parler globalement avec et mon expérience et l'expérience comparative que j'ai eue pendant les hospitalisations, et puis d'autres personnes, enfin de tous les jeunes drépanocytaires que j'ai rencontrés. Les douleurs abdominales. J'ai été frappée par les douleurs abdominales, bien que n'en ayant pas eu. Je pense que ça aussi, c'est une partie, c'est un épisode aussi qui est douloureux, qui est fatigant et qui est pénible. Et puis, alors, quand on arrive à la partie adulte, l'accumulation des crises articulaires crée des nécroses au niveau des articulations, donc des articulations essentielles, et donc c'est essentiellement les épaules, enfin de ce que j'ai pu partager avec d'autres patients, des épaules, de la hanche. Donc là on fait des interventions qui sont pas une installation de prothèse, mais pour régénérer la moelle osseuse, parce que les os ont été atteints par les épisodes douloureux et puis la déformation des globules. Et après, les ulcères de jambes, parce que comme disait le professeur Galacteros au début, quand les globules sont normaux, la circulation est fluide. Quand les globules sont déformés, elle est bloquée. Donc ça crée des stases veineuses au niveau des jambes, et donc par conséquent des nécroses de la peau, et après des ulcères. Donc les épisodes d'ulcères sont très très compliqués, parce qu'il faut rester allongé, on est un peu dans un traitement comme entre les varices et les phlébites, des piqûres pour dilater un peu les vaisseaux, fluidifier la circulation du sang, des perfusions de ces mêmes produits-là. Et quand ça devient compliqué, long à cicatriser, des greffes de peau du même type que ce qu'on fait pour les brûlés. Et puis après, on arrive à l'âge adulte où le patient aussi, avec tout ce parcours et ce vécu, arrive à avoir une prise en main assez importante de sa maladie. Et aujourd'hui, au niveau des ateliers d'éducation thérapeutique auxquels nous sommes conviés, les adultes drépanocytaires, et on a beaucoup plus d'équilibre, beaucoup plus de sérénité, et on a eu le temps d'analyser, de comprendre, de faire la part des choses, et c'est la période qu'on vit le mieux, parce qu'on peut prendre en charge nous-mêmes, on a appris à connaître notre organisme, et on arrive à trouver nos zones de confort. Donc du coup, tous les épisodes que j'ai décrits précédemment, la fréquence de ces épisodes-là, elle se réduit beaucoup. Et puis après, pour les femmes, il y a la maternité aussi qui passe par là. Donc le fait d'avoir des enfants, ça booste, ça motive aussi. Et voilà, ça fait reculer un peu tout le poids, le poids qu'on a l'impression d'avoir, hein. Quand on est adolescent, c'est compliqué parce qu'on a envie de faire plein de choses, mais c'est exactement la même chose que les adolescents diabétiques ou les adolescents qui ont d'autres maladies génétiques, hein. D'accord, merci beaucoup. Oui, merci pour ce témoignage qui est très nuancé et qui montre
une évolution plutôt favorable, qui est la vôtre. Mais je vais me tourner maintenant vers le docteur Elena Foys. Docteur Elena Foys, avec beaucoup de pudeur, elle n'a pas trop parlé de la douleur, parce que, bon, voilà, c'est difficile d'en parler de toute façon, d'autant que parfois, dans cette maladie, les crises douloureuses sont au-dessus de toute ressource de médicaments courants. Quels sont les points principaux que vous voudriez évoquer pour la prise en charge de ces malades de ces patients. Oui. Merci. En fait, il y a plusieurs niveaux de prise en charge. Il y a la prise en charge en aigu, donc pendant toutes ces crises qu'a donc décrit Madame Kéké. Et puis il y a la prise en charge de fond de la maladie. Alors la prise en charge en aigu, effectivement, c'est la prise en charge essentiellement de la douleur, parce que ce qui est le plus fréquent et le plus difficile, c'est ces crises douloureuses osseuses qui sont, d'après ce que disent les patientes, mais vous confirmerez, qui peuvent être comme du degré d'une fracture osseuse en fait, ou d'un accouchement sans péridurale par exemple, ce que disent certaines femmes. Et donc c'est très important de le prendre en charge vite et avec des médicaments très puissants. Et le médicament majeur de la prise en charge de la crise douloureuse, c'est la morphine. Qu'on utilise surtout maintenant encore en milieu hospitalier, parce que ce n'est pas des médicaments qu'on souhaite utiliser, enfin, voit être vu utiliser à long terme en ville. Et donc c'est de la morphine intraveineuse qu'on essaye de mettre très rapidement dès que les patients arrivent à l'hôpital. Et c'est effectivement la seule chose qui peut les soulager. Voilà. Ça, c'est pour la crise douloureuse osseuse. Après, pour la drépanocytose, on peut proposer aux patients des traitements de fond, entre guillemets, qui permettent de diminuer l'expressivité de la maladie, si on peut dire, et de réduire donc la fréquence des crises douloureuses osseuses en particulier. Donc en fait, il y en a deux types principaux. Il y a un médicament qui est l'hydroxyurée, qui est maintenant commercialisé sous le nom de Cyclos, qui est utilisé en fait depuis très longtemps dans d'autres maladies hématologiques, qui est plutôt bien supporté par les patients, qu'il faut prendre tous les jours par contre, et qui permet de réduire en fait la fabrication des globules rouges drépanocytaires dont parlait M. Galacteros, là ces globules rouges durs et fibreux qui donc obstruent les vaisseaux. Et si on prend l'hydroxyurée, ça permet de fabriquer des globules rouges non drépanocytaires, enfin moins drépanocytaires, qui sont plus souples, qui circulent mieux, et donc ça réduit la fréquence des crises vaso-occlusives. Donc ce traitement-là, il est utilisé depuis des années dans la drépanocytose, il est la plupart du temps efficace. Dans la majeure partie des cas. Alors certes, il y a toujours des crises qui peuvent arriver parce qu'il y a les événements de vie, etc. mais les patients peuvent avoir vraiment une vie sans crise grâce à ce médicament. Et puis d'un autre côté, il y a la transfusion ou les échanges transfusionnels où là, on apporte du sang. Les échanges transfusionnels. Les échanges transfusionnels, voilà. Donc l'échange transfusionnel, en fait, c'est un traitement qui permet d'enlever du sang drépanocytaire et de remplacer par du sang non drépanocytaire avec de l'hémoglobine A, comme disait M. Galacteros, qui est donc l'hémoglobine adulte, normale, enfin la plus répandue. Voilà. Et ce traitement-là permet de diluer, entre guillemets, les globules rouges drépanocytaires et de rendre aussi la circulation sanguine plus fluide et donc d'éviter les complications. Voilà. C'est les deux traitements majeurs. À côté de ça, on propose maintenant, et je reprends ce que vous dites, ce qu'on appelle de l'éducation thérapeutique, qui est un accompagnement en fait, des patients pour les aider à mieux vivre leur maladie si c'est possible, et en particulier à mieux prendre leur traitement, à prendre plus facilement leur traitement, avec un espèce d'accompagnement personnalisé en fait, pour les patients. On propose soit des séances individuelles, soit des ateliers de groupe avec plusieurs patients où on parle des traitements, des difficultés rencontrées, pourquoi on les prend, pourquoi on ne les prend pas, à quel moment, etc. Pour leur permettre pour vous permettre de l'appréhender plus facilement et de les prendre. Voilà. Merci beaucoup. Bien sûr, c'est une situation qui n'est pas satisfaisante. Il y a énormément de progrès à réaliser. Des très importants progrès ont déjà été réalisés, puisque quand Jean Bernard travaillait à Saint-Louis en hématologie, il écrivait que la drépanocytose avait un pronostic vital de 10 ans, un âge au décès. Ce qui est totalement faux, bien entendu, actuellement. Et cette progression de la qualité de vie et de l'espérance de vie se poursuit. Et donc, il est maintenant tout à fait banal de rencontrer des drépanocytaires de plus de 60 ans. Mais ça reste insatisfaisant dans la mesure où on n'a pas encore un moyen radical
de transformer les globules rouges. Il faut considérer les globules rouges un peu comme une ruche. Il y a des abeilles, c'est les globules, et il y a une reine qui pond et qui fabrique des abeilles. Donc, pour le sang, c'est pareil. Il y a des cellules mères qui fabriquent en aval les globules rouges. Et une des idées est de modifier, alors on a entendu parler tout de suite de l'hydroxyurée, qui effectivement modifie la façon dont les globules rouges sont fabriqués dans le bon sens, mais on peut envisager des mesures plus radicales encore, qui sont bien entendu non sans danger également, puisque en recherche, il faut toujours peser le pour et le contre, le risque et le bénéfice, et la greffe de cellules souches, de cellules mères du sang, peut être envisagée dans certains protocoles. Et également, très récemment, on a pris les propres cellules souches du sang d'un patient drépanocytaire à l'hôpital Necker, et ces cellules souches ont été modifiées génétiquement de telle sorte de les obliger à produire une hémoglobine qui fonctionne normalement. Ce patient, avec maintenant un recul de plus de 2 ans, ne fait plus ou très peu ou presque plus de crises drépanocytaires hyper douloureuses dont nous avons parlé, et il n'a plus non plus besoin de transfusion sanguine. Donc on voit la recherche, elle est en fait multidimensionnelle. Il faut également s'intéresser à tous les dégâts que peuvent connaître les drépanocytaires. On a entendu parler tout à l'heure des dégâts osseux. Il y a des recherches en matière de réparation et de prévention des dégâts osseux. On a entendu parler des ulcères de jambes. Là aussi, il y a une grande nécessité de recherche dans ce domaine. Et puis, dans bien d'autres complications, il faut concevoir les drépanocytaires adultes comme des personnes qui ont eu des petits infarctus dans tous les tissus de leur organisme, et que l'accumulation de ces petits infarctus peut, à la longue, provoquer des dégâts plus ou moins marqués dans tel ou tel tissu, dans tel ou tel organe. Et là encore, on va s'attacher à comprendre et à trouver des remèdes pour ces situations particulières. Donc la drépanocytose est une maladie donc, qui est certainement une des maladies dans lesquelles la thérapie génique, entre autres, et d'autres manœuvres de recherche thérapeutique arriveront à apporter des solutions très intéressantes. Bien entendu, il ne faut pas pousser encore des cris de victoire parce qu'on n'a pas la moindre idée pour le moment du rapport bénéfice-risque à court terme et à long terme de ces nouveautés thérapeutiques. Mais ça fait l'objet de programmes de recherche dans lesquels les groupes français s'illustrent particulièrement actuellement. Voilà, je voudrais vous remercier d'avoir écouté cette émission d'ABC Doc qui portait aujourd'hui sur la drépanocytose. Merci à vous deux d'être venus participer et témoigner pour vous et nous instruire pour vous.